Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de FEM, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons d'école, d'éducation, de droit pénal, de bâtonnat, de rentrée scolaire. Voilà, vous êtes sur Zitata, restez là. FEM. Elles sont un peu moqueuses, hein, mes invitées. Hein. Il y en a une qui dit jusque-là tout va bien, c'est vrai, on n'a encore rien fait, mais on a 52 minutes à passer ensemble. En tout cas, je suis très heureuse de vous recevoir, mesdames. Marie-Michèle Toussaint et Muriel Renard-Legrand. Comment allez-vous? Très bien, merci. Excellemment. Ça va, Muriel? Très bien, merci. Barbara, Très bien également. Ça va. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir de vous avoir. Donc, je l'ai annoncé, on va parler vraiment de plein de choses différentes. Et puis, je suis sûre qu'on va se retrouver parfois sur certains points. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Honneur aux dames, mais bon, deux dames. Marie-Michèle? Oui, je veux bien. Oui, vas-y, s'il te plaît. Donc, Marie-Michèle Toussaint, je suis actuellement la secrétaire générale du syndicat des enseignants de l'UNSA. Je suis donc enseignante retraitée cette année. Voilà, et j'ai été donc directrice d'école, enseignante d'abord, hein, en élémentaire et en maternelle, donc en primaire. Et j'ai terminé ma carrière donc, en tant que directrice d'école. Tu as été conseillère pédagogique? J'ai été également conseillère pédagogique. Et alors, quand tu dis retraitée, tu as exercé pendant combien d'années? Oh, plus de 45 ans. 45 ans? Oui. Ok, et puis donc tu vas te mettre à la retraite aussi du syndicat? Oui, très bientôt. Oui. Quand est-ce que c'est? Eh bien, nous sommes en train de préparer justement le conseil syndical qui va pourvoir en attendant le prochain congrès. Et alors, tu as été secrétaire général du SE, donc syndicat des enseignants UNSA, Union nationale des syndicats autonomes, c'est ça? Oui, à Martinique. Pendant combien de temps? Oh, plus de 20 ans maintenant, on va dire 20 ans. Donc j'ai l'impression moi de t'avoir toujours vu à la télé, quoi. 20 ans, oui, une vingtaine d'années. Ça se passe comment la retraite du coup? Alors la retraite de l'éducation nationale, et est-ce que tu prépares la retraite du syndicat? Parce que c'est quand même prenant. Oui, alors la retraite du syndicat, oui, je la prépare, oui. Mais en fait, on n'est jamais vraiment en retraite d'une organisation syndicale, puisqu'il y a, je retourne à la base, je retournerai à la base, mais il y a quand même une branche qui s'appelle la branche retraite, et donc on va certainement se réunir, se revoir, surtout avec l'actualité qui concerne donc l'éducation et le problème des retraites. Et puis, bon, je lis beaucoup, je rattrape le temps perdu. C'est vrai. Et je fais du jardinage et puis je m'occupe aussi des miens, voilà, que j'ai de ta famille. Ma famille que j'ai peut-être un peu négligée. On profite de ce que tu viens de nous dire. Donc tu lis beaucoup. De ton dernier ouvrage que tu voudrais nous conseiller, ce serait quoi? Alors, difficile de conseiller. Bon, enfin, je lis beaucoup en ce moment les auteurs haïtiens. Voilà. Ah, Gary Victor, voilà, notamment. exactement. Oui. Laferrière, Daniel Laferrière. Voilà, Trouillot. Et Trouillot, voilà beaucoup Trouillot, et les deux. Alors, aussi bien Madame Trouillot que Monsieur Trouillot. Ah oui, Madame Trouillot. Si, parce qu'elle a écrit des ouvrages de littérature de jeunesse. Et comme justement, j'ai beaucoup lu la littérature de jeunesse, donc ça m'intéresse beaucoup de lire. Voilà, et puis, bien évidemment, les auteurs martiniquais et les femmes, comme Corinne Mancé-Caster, c'est le dernier ouvrage que j'ai pu lire. Et puis, ce qui m'a intéressé aussi en ce moment-là, c'est l'ouvrage d'Arlette Pujard. Voilà, ah oui, voilà. Donc, Vinivande, oui. Voilà. Et donc il faut que ce soit... Enfin, c'est le terroir de notre réalité caribéenne, oui, voilà. Pas forcément historique, mais quelque chose qui nous ancre un peu. Voilà, je me sens concernée. Par exemple, quand je lis la littérature haïtienne, parce que je suis allée 2 ou 3 fois en Haïti, eh bien, je retrouve les paysages, je retrouve même les odeurs, les termes employés, enfin, la vie normale, enfin, en Haïti. Ok. Voilà. Muriel, je suppose que tu lis. Tout à fait. Tu lis aussi de la littérature? Oui, tout à fait. Ok. Ton dernier ouvrage, on peut te demander, en plus, on enregistre cette émission après les vacances, donc ton dernier ouvrage, c'est quoi? C'est un coup de cœur donc de Chimamanda Ngozi Adichie, L'autre moitié du soleil. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour cette écrivaine nigériane. Qui est très célèbre, effectivement, mais j'avoue que vraiment cet ouvrage m'a beaucoup Qu'est-ce que tu as plu. retenu? J'ai retenu, en fait, ça m'a beaucoup renseigné sur le conflit du Biafra. En fait, c'est quelque chose, c'est une expression dont j'entendais parler parfois
Biafra, oui, bon, le Biafra, etc., les Biafrais. Et je n'avais pas compris quels étaient les tenants et aboutissants de ce conflit, qui est intervenu dans les années 60 au Nigeria. Et effectivement, cet ouvrage parle de... Bon, alors, c'est une belle histoire d'amour, mais sur fond de guerre et de sécession du Biafra. D'accord, c'est une fiction, mais c'est réaliste. Tout à fait, sur fond d'histoire réelle. Est-ce que tu peux, au-delà de ce que tu lis, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Muriel? Tout à fait. Alors, Muriel Renard-Legrand, je suis avocate au barreau de Fort-de-France depuis maintenant 26 ans. J'exerce principalement dans les secteurs du droit pénal, droit des victimes, droit du préjudice corporel, droit civil. Je me suis présentée au bâtonnat. Tu étais toute seule? J'étais la seule candidate? La seule. J'ai été élue et je prendrai mes fonctions à partir du 1er janvier 2024. Tu connais le bâtonnat, Marie-Michel? Tu sais à quoi ça sert? Enfin, plus ou moins, mais ce serait bien qu'elle nous explique. On fait comme à l'école. Non, je préfère lui donner la parole. Alors, c'est quoi le bâtonnat? Je sais le bâtonnier a une importance... Est-ce qu'il a un bâton, le bâtonnier? Il en a un, bien sûr, ah oui. qu'il transmet à son successeur. C'est un vrai bâton. Ah, tout à fait, un beau bâton sculpté. Et qui est dans la maison depuis un moment? Dans le bureau. Qui s'est transmis depuis combien de temps? Depuis plusieurs années, je ne saurais vous dire, mais en tout cas, c'est un très bel objet qui est transmis symboliquement de bâtonnier en bâtonnier et qui représente effectivement l'impérium de la charge de bâtonnier. Alors, à quoi ça sert? Alors, un bâtonnier, j'ai envie de dire de manière un petit peu triviale, on pourrait dire c'est le chef des avocats, mais c'est bien plus que ça, c'est celui qui représente l'ordre dans les actes de la vie civile, dans les rapports avec les interlocuteurs, les pouvoirs publics, les autorités. Il a un pouvoir de gestion de l'ordre, il a un pouvoir de conciliation et disciplinaire, il arbitre par exemple les litiges qui peuvent subvenir entre ses confrères, également entre des justiciables et ses confrères. Il a un pouvoir administratif parce qu'il gère l'ordre, son budget, son personnel, donc des tâches très étendues. Il y a un budget, bien sûr. Mais c'est quoi? C'est les cotisations Ce sont les cotisations, ce sont également les intérêts tirés des fonds clients, voilà. Ok, donc, et ton mandat est pour 2 ans? 2 ans, 2024-2025. Donc on va venir un petit peu sur les priorités, ce que tu veux faire dans la continuité, en rupture, par rapport... L'actuel bâtonnier, c'est qui? C'est Georges-Emmanuel Germany. Effectivement, je voulais que tu le dises. Et donc une femme pour succéder à un homme. Il y a déjà eu des femmes bâtonnières. Oui. Il y en a eu. Oui. Madame le bâtonnier Yo-Yo, Maître Marie-Alexandre Jacoulet, Danielle Marceline, Jacqueline Régnat, Laurence Hunel-Osier-Lafontaine. On connaît tout le monde. Voilà. Il faut oublier personne. Non, surtout pas. C'est important. Donc il y en a eu. Je ne suis pas la première, mais il n'y en a pas eu beaucoup par rapport aux hommes. Nous sommes un barreau également qui est majoritairement féminin. Donc je trouve que c'est bien que ce soit une femme qui préside aux destinées de l'ordre. Alors pourquoi vous avez suivi ces filières ou ces carrières? Pourquoi tu as choisi l'enseignement? Est-ce que c'était un choix de vocation? Est-ce que c'était par défaut? Même question posée aux deux, Marie-Michel? Non, ce n'était pas par défaut, mais je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui si c'était vraiment une vocation. Mais c'était un petit peu dans l'air du temps à l'époque. Et je souhaitais rester en Martinique, vivre et travailler en Martinique. Et donc j'ai suivi ce parcours. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des modèles, donc des enseignants de qualité. Et donc je me suis effectivement identifiée à certaines de mes professeurs, de mes maîtresses, puisqu'il y a aussi, à l'époque, on disait maîtresse. Et donc, oui, après le baccalauréat, donc je suis rentrée à l'école normale de Fort-de-France pour une formation de 2 ans. Et j'ai appris mon métier. Voilà, j'ai appris à enseigner, j'ai appris à entrer en relation avec des enfants, avec des élèves, avec des parents d'élèves. Et voilà un petit peu. Voilà, mais après, tu voulais rester chez toi, mais tu n'es pas restée en Martinique. Alors, je ne suis pas restée en Martinique. Mais tu allais en Seine-Saint-Denis. Voilà, en Seine-Saint-Denis, mais c'est ma vie personnelle. J'ai suivi mon mari, qui poursuivait ses études, et nous nous sommes installés donc en Seine-Saint-Denis. Voilà, et donc j'ai travaillé dans le 9-3. Et tu as milité aussi là? Alors, j'ai milité, oui, parce que j'ai été syndiquée dès l'école normale. Voilà, ça c'était important d'être syndiquée. Mais je n'avais pas de responsabilité, j'étais une syndiquée de base. Et donc je crois que j'ai appris, voilà, aussi bien en France qu'en Martinique, à militer. Alors le thème de l'affectation
Là, on parle du fait que toi, tu as suivi ton époux, mais le thème de l'affectation des enseignants, c'est un thème, un problème récurrent que les syndicats, le SE, UNSA bien sûr, mais le FSU aussi, enfin, les syndicats, les politiques aussi parfois se sont mobilisés sur cette question-là. Ils se mobilisent, oui. Sont mobilisés sur cette question-là. Comment faire pour que des gens qui participent, tu vas me dire si je me trompe dans l'exposition de la problématique, des gens qui participent à un concours national puissent néanmoins revenir être affectés ici, c'est bien ça? Oui. Alors, oui, on passe un concours national. Alors, dans le premier degré, c'est différent du second degré. Hein. Le premier degré, le concours, il est académique. Donc, on passe le concours en Martinique, vous travaillez en Martinique. Bon, le concours du second degré, on passe le concours, et on peut être affecté en Martinique ou ailleurs. On va dire ça comme ça, plus simplement. Maintenant, il est important de savoir que un certain nombre, beaucoup d'enseignants souhaitent travailler en Martinique. Et la difficulté, c'est qu'il y a la possibilité donc, de travailler en Martinique parce qu'il y a des postes. Et finalement, les barèmes ne leur permettent pas de rester. Et puis, il y a tous ceux qui sont en France ou ailleurs qui souhaitent revenir. Et donc, c'est une difficulté et qui est reconnue d'ailleurs aussi par le ministère de l'Éducation nationale et par les syndicats, et notamment mon organisation syndicale. Il faut y travailler. Il faut que ce que nous appelons la mobilité géographique soit réelle. Voilà. Et c'est une difficulté qui a été pointée sur le plan politique par des parlementaires. Il y a eu une mission parlementaire en 2017. Et ces deux parlementaires-là, qui étaient d'ailleurs proches du ministère de l'Éducation nationale et du gouvernement, puisqu'ils appartenaient, en tout cas, au parti du président de la République et aussi En Marche. Et ce qu'ils ont dit, c'est que les difficultés rencontrées dans les académies, notamment dans la nôtre, puisque c'était dans la nôtre, eh bien, viennent aussi du fait qu'il y a une adaptation des programmes, et puis aussi le fait qu'il est important que les élèves en Martinique puissent aussi avoir des enseignants qui relèvent donc du territoire. Mais comment ça se règle? Ça, c'est le constat, mais est-ce que ça se règle? Quelle est la voie de solutionnement de cette question-là, alors, du coup? Eh bien, là, on est en train de travailler effectivement avec les partis politiques, parce que c'est un problème politique. Bien sûr. Ce n'est pas un problème syndical seulement, c'est surtout un problème politique. Eh bien, il faut revoir justement le barème, et il faut que des points soient attribués, suffisamment de points, de manière à ce que les originaires, mais Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc., la Corse, soient prioritaires par rapport à ce qu'on appelle les intérêts moraux. Intérêts moraux et matériels. Et là, aujourd'hui, ils sont d'accord avec nous pour dire que les 1000 points, par exemple, ne nous permettent pas d'entrer. Voilà. C'est un sujet que tu connais ou pas? Tout à fait. Oui, mon mari est enseignant, donc ce type de problématique, voilà, quand on parle d'enseignement, je me sens toujours concernée. Effectivement, j'ai déjà, les médias se font régulièrement l'écho de cette question chaque année, de ces jeunes enseignants qui doivent subir un exil forcé alors qu'ils ont leurs parents, conjoints, enfants en Martinique. Et c'est quelque chose, effectivement, qui touche, qui interpelle. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de toutes tes spécialités, en fait. Il y en a beaucoup, droit pénal, droit civil. Alors moi, je t'ai vu beaucoup à la télé défendre des policiers, des fonctionnaires. Oui, parce que je suis l'avocate officielle des fonctionnaires de police. Mais officielle, avocate officielle? Enfin, en tout cas, habituel. Il n'y a pas eu un décret pour dire que c'est Maître Muriel Renard Le ministère de l'Intérieur. On va dire habituel. Ils sont souvent blessés en service. Ou bien mis en cause, des fois. C'est plus rare. Violence policière, ça peut arriver. En tout cas, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, c'est blessé en service ou outragé, victime de rébellion, etc. etc. Et je suis amenée à les représenter devant les tribunaux. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de réaliser à quel point leur métier est difficile, à quel point ils sont courageux et à quel point la situation peut être difficile du point de vue du maintien de l'ordre et de la violence récurrente qui existe en Martinique. Alors toi, tu as fait des études de droit donc à Paris 1, à Paris 10. Tu as fait ta thèse de doctorat sur le terrorisme. Tout à fait. En fait, tu aurais pu ne pas être praticienne, en fait. Tu aurais pu être universitaire et puis à réfléchir sur le terrorisme. Au départ, en fait, c'était ce que je souhaitais. Et puis, après plusieurs années à jouer les rats de bibliothèque, j'ai eu envie de me frotter à la pratique. D'accord. Et tu n'es pas déçue? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah non, je n'ai jamais été déçue. Si le droit a été au départ un choix de raison... C'est vrai? Oui, tu sais pas quoi faire, on vient d'avoir son bac. Tu aurais pu être prof, hein?
Non, bah justement, ça... On pourra peut-être pas discuter. assez de patience. Voilà, non, mais voilà. Bon, un choix de raison. D'accord. À 17 ans et demi après le bac. Et puis peu à peu, effectivement, l'amour du droit Le droit est rentré dans tes veines et tu ne respires plus que du droit. Et voilà. Tu expires et tu inspires du droit. Parce que j'ai plein d'autres centres d'attention. Oui, à part le droit. Donc. Et la lecture, quoi d'autre? Le sport. Ah oui. Le sport, je trouve que c'est un élément vraiment fondamental, source d'équilibre. Oui. J'en fais beaucoup. De la course à pied, du crossfit, des trails de temps en temps, du sport en salle. Voilà, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important, qui devrait d'ailleurs être davantage mis en valeur. On est dans une société martiniquaise qui vieillit, qui est atteinte par de nombreux maux. L'obésité, le diabète, certaines maladies. Et je pense que véritablement, le sport est une pratique qui doit se développer davantage. Ta thèse sur le terrorisme, c'était quoi ? C'était les infractions, la politique criminelle en regard des infractions de terrorisme. C'est-à-dire, il s'agissait d'envisager, en fait, pour tout un certain nombre de législations françaises et européennes, la manière dont étaient appréhendées les législations antiterroristes. Alors, c'était bien avant les grands attentats qui ont marqué Paris. Donc, 2015, j'ai envie de dire, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu obsolète aujourd'hui. Mais enfin, en tout cas, je garde le souvenir d'un travail approfondi, très intéressant, en plus sous la direction du professeur Bouloc, qui est une sommité en matière de droit. Donc, j'en garde de très bons souvenirs. Je vous propose qu'on fasse le premier break dans cette émission avec Focus, jingle. Elles sont dissipées pendant les jingles. Ça ne dure pas très longtemps, mais oui, on a le droit de respirer, c'est tranquille. Alors, et on va respirer tranquillement, plus longuement, parce que je vous propose de regarder cette bande-annonce. C'est une bande-annonce, c'est un extrait, donc une bande-annonce d'une série de Netflix, ça s'appelle The Diplomat. Moi, j'ai adoré, donc on regarde. Ambassador Catherine Weiler, Prime Minister Nicole Trowbridge. Welcome. Sir, it's an honor to meet you. Honor to be met. Someone is luring a strike force into the Persian Gulf. The president is sending you to stop a war before it starts. Not butter a crumpet. Welcome to London, Ambassador Weiler. Tell me how. I'm the ambassador's wife. My husband was an ambassador for a long time. This will be an adjustment. You need to lean into the Cinderella thing. I'm not doing this the way you would. That's fine, just don't do it wrong. Not great. I will rain hellfire upon them. It's not Iran. We should be looking at Russia and Saudi Arabia. Your intelligence is the best tool we have to de-escalate a situation that is spinning out of control. Here to help. You don't work for the U.S. government. This is new to me. Both of you at the same time. I could use less of it. If everybody hates you, Hal, it all stops. You hate me, still sitting on your bed. This just keeps getting better. You want my help? You don't want my help. I'm the smartest man you ever met and biggest idiot in the world. Can't we admit that I am not the only problem? He is way over the line. If the house is on fire, you gotta tell me. The house is on fire. I'm supposed to run this place. Thanks to your intervention, I look like a f***ing psychotic! I would like to speak to the Secretary of State, please. Ok, La Diplomate ou The Diplomate, ça donne envie, non Marius, tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. Tu l'as vu, toi? Oui, moi je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Déjà une série qui met en exergue une femme de pouvoir. Oui. Donc, il y en a d'autres, hein. Il y a par exemple Annalise Keating, par exemple, les séries Murder, mais là c'est une femme de pouvoir, oui. Tout à fait. Et moi j'aime, moi je suis féministe. Je regardais il y a peu de temps un reportage sur le sexisme et le cinéma et les séries, et c'était assez atterrant. Puisque des études avaient été faites sur un certain nombre de films, de séries, et on mettait en exergue le fait que lorsque les femmes étaient montrées, c'était toujours à travers leur corps, leur partie sexuelle, qu'elles intervenaient, l'image était toujours au ralenti pour qu'on puisse bien voir leur forme, et que ceux qui avaient le pouvoir, souvent c'était les hommes. Donc effectivement, cette série m'a plu. Mais alors Netflix, je dis en passant, mais c'est vrai que sur Netflix, il y a vraiment une autre approche de ces choses-là, parce que ça soit, moi j'ai regardé vraiment la série Murder par exemple, donc
donc c'est un thriller. Bon, mais l'héroïne, c'est une femme noire en plus, qui est dans une position de pouvoir aussi, parce qu'elle est à la tête de gros cabinets d'avocats. Mais là, donc c'est une diplomate qui a géré donc une crise internationale, mais qui est très en rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec les Russes, les Iraniens, etc. Et puis une crise conjugale, parce que et c'est là la question effectivement du sexisme et de l'égalité des sexes est posée à travers sa crise conjugale, parce qu'elle est diplomate, mais son mari est un ancien diplomate aussi, et des fois il fait pas que des choses sympas en fait. On sait pas, on sait pas pour qui il roule, donc il roule à coup sûr pour lui. Mais peut-être, on ne sait pas, on le saura peut-être dans la deuxième saison, donc je voulais qu'on regarde ça. Peut-être qu'un mot à rajouter, non? Non, mais c'est certain qu'il y a dans la société, d'une manière générale, un problème avec les femmes de pouvoir qui exercent le pouvoir, rencontrent des difficultés pour exercer justement ce pouvoir sereinement. Sans qu'il y ait, sans que leur autorité soit remise en cause. Toi, tu as déjà été embêtée parce que tu étais femme, tu as déjà été contestée. Dans le milieu enseignant, il y a beaucoup de femmes. Donc, oui, dans le milieu enseignant, il y a beaucoup de femmes, mais on peut être contesté aussi bien par les femmes que par les hommes, pas nécessairement parce qu'on est une femme. Alors, je n'ai pas ressenti cela, je ne l'ai pas ressenti, mais des collègues me disent oui, l'avoir ressenti. Bon, donc voilà, peut-être que c'est parce que j'étais préparée à cela aussi et que je n'ai pas fait attention. D'accord. Alors donc juste pour finir avec The Diplomat, donc le scénario est signé par une femme, donc Deborah Kahn. Donc les personnes qu'on a vues, les héros, les personnages à l'écran, donc sont incarnés par Kerry Russell, donc la diplomate, qui incarne Kate Wheeler, et puis Rufus Sewell, donc son mari. Voilà, je voulais aussi vous parler dans Focus d'un autre thème, enfin d'une autre question qui fait débat ces jours-ci, c'est la question de l'abaya. Oui. Vous avez entendu parler de ça, donc ça intéresse le droit, ça intéresse aussi l'éducation nationale. Donc j'ai voulu qu'on s'y arrête 2 secondes. L'abaya, qu'est-ce que vous en pensez? Alors l'abaya, c'est quoi? C'est un vêtement dont on a beaucoup parlé ces temps derniers avec la rentrée. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, qui a dit qu'il fallait que ce soit interdit. Et finalement, je crois que le Conseil d'État a rendu une décision pour dire que ça l'était, en fait, que c'était interdit. Je dis je crois parce que ça s'est sorti probablement aujourd'hui, il me semble avoir vu cela, il me semble que c'est ça. Donc il y a beaucoup de débats en fait sur finalement l'habit des femmes, s'il s'agit d'un habit, de vêtements féminins. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je pense que finalement, c'est l'arbre dans l'éducation, en tant qu'enseignante, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, c'est vrai que des signes ostentatoires religieux devraient être interdits. Mais je me dis que est-ce que c'est vraiment par les interdits comme cela, puisque à la rentrée, Gabriel Attal a dit que les jeunes filles qui arrivaient avec l'abaya seraient accueillies, mais ne pourraient pas aller en cours. Alors moi, je pense que c'est un vrai problème de société qu'il faut poser, notamment la société française, parce qu'en Martinique, on n'est pas concerné par le port de l'abaya ou bien par la camille, je crois, c'est la tenue des garçons. On pourrait l'être, dans l'outre-mer. Oui, mais pour le moment, on ne l'est pas, et c'est une excellente chose qu'on ne le soit pas. Mais là, il s'agit vraiment de discuter, à mon avis, de discuter avec les jeunes filles, de discuter également avec les parents. Bon, nous, les organisations syndicales, nous disons que ce n'est pas un vêtement, la longueur effectivement d'une jupe ou d'une robe qui montre finalement l'intérêt pour l'enseignement, pour les connaissances, pour l'éducation. Pour toi, c'est un vêtement religieux? Ah non, tu dis que ce n'est pas la longueur qui montre l'intérêt, d'accord. Maintenant, si en effet c'est un signe ostentatoire religieux, je pense effectivement que ça doit être interdit. Mais on ne doit pas s'arrêter à interdire. Il faut que les enseignants soient en capacité d'établir le dialogue, d'échanger avec les jeunes filles et les garçons dans les classes pour bien montrer finalement ce que c'est que Madame a parlé donc du féminisme. C'est aussi la condition des femmes qui est mise en cause avec ces costumes dits religieux. Et ça me semble extrêmement important parce que c'est un sujet de la société française, mais qui ressurgit tout le temps. L'espace public est saturé de ces questions. Et surtout en période de crise. Alors, oui, mais ça fait 20 ans qu'on est dans cette crise-là. Oui, il y avait le voile. C'était le voile. Le voile, ça a été réglé. Oui. Moi, je pense qu'il y a un arsenal dans l'éducation nationale suffisant qui permet justement. Alors, si les jeunes filles, à mon avis, font de la résistance comme cela, eh bien, c'est bien parce qu'il y a un malaise. Il y a un malaise dans la société française et qu'il faut qu'on puisse en discuter. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Muriel? Alors,
J'ai pas d'opinion tranchée là-dessus. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, on a un vêtement qui est fait pour cacher le corps des femmes, qui certes n'est pas un vêtement religieux, mais à connotation religieuse et en tout cas communautariste. Ou sexiste. Et à mon sens, moi j'ai un sens de l'égalité républicaine. Pour moi, l'école doit être un sanctuaire de savoir et il ne doit pas y avoir de différence entre les élèves de ce point de vue. Donc j'aurais tendance à dire que cette interdiction, j'y suis plutôt favorable. Maintenant, ce que je constate aussi, c'est que véritablement les médias se sont focalisés vraiment sur ce sujet. Je pense que si on fait le rapport entre l'ensemble du nombre des élèves qui est entré et puis le nombre d'élèves qui ont posé ce problème, on est face à quelque chose de parfaitement dérisoire et je trouve complètement disproportionné l'attention médiatique qui a été donnée alors qu'il y a tellement d'autres problèmes. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc c'était dans l'actu, je voulais qu'on en parle, mais pas trop longtemps. Donc jingle, mot de femme. Ok, on continue avec les invités. Donc là, on va revenir à vos activités, à vos passions, à vos missions peut-être. Peut-être pour donner la parole à Muriel. Donc tu es bâtonnière, élue, parce que tu vas exercer tes fonctions pleinement à partir de janvier. Tout à fait. Est-ce que tu as ta feuille de route? Ah oui, elle est en cours de constitution. Alors, et avant, qu'est-ce que tu retiens du bâtonnat actuel? Est-ce que, est-ce que ce sera dans la continuité? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais poursuivre? Qu'est-ce que tu retiens? Ce que je retiens, c'est que c'est un bâtonnat qui est intervenu dans des conditions difficiles, après effectivement une période relativement où il y a eu des oppositions. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est véritablement être la candidate de la Réunion. Parce qu'il y a une contestation de l'élection. Tout à fait, une annulation, etc. C'était une femme qui avait été élue. Après, il y a eu une annulation et puis Maître Germati a été effectivement élu. Donc toi, tu veux inscrire ton mandat dans une forme de paisibilité. Tout à fait, sous le signe de la Réunion, parce que j'ai l'impression que finalement, les gens se sont peut-être beaucoup focalisés sur ces oppositions, peut-être qu'ils ont perçu comme des luttes intestines, alors qu'en réalité, il n'y en a pas. Et moi, ce que je veux véritablement, c'est illustrer, montrer aux justiciables que, ils ont à leur service un barreau compétent, fait d'hommes et de femmes, formés à la matière du droit, dans les matières les plus diverses. Et surtout, je veux accroître la visibilité de mes confrères. Donc ça va passer, on parlait tout à l'heure de feuille de route, par des opérations de communication, par la diffusion de nos idées, pour véritablement montrer aux justiciables qu'ils peuvent faire appel à nous, véritablement amener les justiciables à connaître leur barreau. Ce qui n'est pas le cas, tu as l'impression qu'il y a un déficit. C'est-à-dire qu'il faut quand même réaliser que nous sommes sur un territoire exigu qui cumule les handicaps. Alors, 30% de la population sous le seuil de pauvreté, des problèmes de violence, des problèmes d'environnement, nous cumulons les handicaps. Et dans ce type de contexte, lorsqu'on a une population modeste, une population humble, je crois que le moins qu'on puisse lui apporter, c'est véritablement satisfaire son besoin de justice. Et il est assez symptomatique de constater que lorsqu'on parcourt un petit peu les audiences, alors pas seulement pénales, ça peut être les instances, les audiences civiles, on se rend compte à quel point la population martiniquaise est en difficulté. Il n'y a qu'à aller voir, je ne sais pas moi, l'audience du juge des contentieux de la protection. Vous savez, ce sont les audiences civiles de faible valeur. Les audiences où on voit les gens qui n'arrivent pas à payer leur crédit à la consommation, où on rencontre les gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer, donc les bailleurs sont obligés de faire des actions en expulsion. Et véritablement, là, on voit que toutes ces personnes ne sont pas forcément assistées, ne sont pas forcément aidées et assistées d'un avocat. Et ça, je veux véritablement lancer le message, montrer que, où que nous soyons, personnes physiques, personnes morales également, je pense également à toutes ces petites entreprises, elles ont un barreau compétent, formé, qui est là pour les aider. Tu as déjà eu affaire à un avocat? Non, personnellement non. Mais au niveau du syndicat, nous avons eu un avocat conseil, bien évidemment, et on en aura un autre aussi, un avocat conseil, parce que c'est important, quelquefois, il y a effectivement des litiges, oui. Est-ce que notre société est plutôt une société judiciarisée
parce que ça m'est revenu, hein, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, avec les gens pour un oui, pour un non, ils font appel quand même à un avocat. Alors peut-être que dans certaines situations, ils ne le font pas, par rapport, tu vois, on pense aux Américains, par exemple, qui vont rester en justice systématiquement. On est où, nous? On est plutôt... on a moins recours aux doigts, toi, tu dis. Moi, je dirais qu'on n'est pas assez. D'accord. Parfois, les gens viennent vous voir et on sent que s'ils étaient intervenus en amont, on aurait mieux été à même de sauver une situation. Okay. Donc, ils n'ont pas forcément le réflexe. Parfois, ils viennent vous voir, c'est presque un peu trop tard. Ils n'ont pas le réflexe de venir voir l'avocat à titre préventif. Dans des situations parfois très banales. Hein. Je vais signer un contrat de prêt. Tiens, allons voir mon avocat. Je vais voir mon avocat pour lui soumettre ses actes et pour voir si effectivement il n'y a pas des choses trappes, il n'y a pas des précautions à prendre. Alors là, les gens n'ont pas encore suffisamment ce réflexe, à mon sens. Là, on a parlé de la feuille de route de Madame la bâtonnière, élue, donc qui prendra ses fonctions. Je voudrais qu'on revienne un petit moment sur le bilan de la rentrée qui a eu lieu, donc la rentrée qui a eu lieu il y a quelques temps, donc plus de 64 000 élèves. En tant que syndicat SE, UNSA, qui n'est pas le syndicat majoritaire, hein, tu me dis. Quel bilan tu en fais? Est-ce que c'était une rentrée plutôt apaisée, globalement Alors, les médias ont donné l'image d'une rentrée plutôt apaisée. Et en fait, ce qui nous est remonté sur le terrain, notamment dans le second degré, eh bien, c'est qu'il y a un certain nombre de difficultés, mais qui sont les difficultés que l'on rencontre chaque année. Alors, c'est ça un petit peu, c'est récurrent. Et des problèmes de remplacement, de collègues qui ont des difficultés parce qu'ils sont sur plusieurs établissements, des classes surchargées, alors qu'on dit qu'il y a quand même une baisse des effectifs. Les surchargés, c'est quoi? Par exemple, dans le privé, tu as des classes par exemple, de 30 élèves. Oui, dans le public aussi. 34 même en terminale dans le public. Mais on peut en avoir autant dans le privé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien voir que dans le public, hein, vous avez tous les enfants sont accueillis dans le public. Hein. Et en particulier, les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Alors, je ne vais pas m'étendre faire un comparatif entre le public et le privé, mais nous savons bien de quoi nous parlons. Et donc, c'est important que dans une terminale, il y ait 35 élèves, ils vont préparer le bac. Oui. Lorsque vous avez également des classes surchargées dans le premier degré également. Alors, donc, il y a ça, et puis il y a les conditions de travail. Hein. Quand des collègues sont sur des postes qu'on appelle des BMP des postes, et également sur des postes partagés, donc sur plusieurs établissements, donc des déplacements, c'est les conditions de vie, les conditions de travail. Et puis, on a assisté à la rentrée aussi, un manque de psychologues de l'éducation. Et notamment dans le premier degré. Et puis des problèmes, d'affectation. Des collègues qui, par exemple, habitent Rivière-Pilote et qui sont nommés au Morne-Rouge. Enfin, voilà. Ou bien, voilà. Et ça, ce sont des petites choses qui se règlent. Bon, il y a eu la rentrée, des choses qui se règlent au fil de l'eau, peut-être, non? Alors, tout ne peut pas être, tout ne peut pas être. Alors, parfait dès le premier jour. On pourrait, puisqu'on prépare la rentrée. Normalement, la rentrée se prépare depuis le mois de mai. Hein, donc, tout aurait pu se faire dans de bonnes conditions. Maintenant, ce qu'il faut, non, alors les problèmes d'effectifs, non, je ne pense pas, puisque on a une crise du recrutement. Il manque des enseignants, même si on dit que la Martinique est surdotée. Ça, je l'entends. Mais il faut aller au fond. La rectrice dit 8 enseignants. Enfin, que dis-je? Un enseignant devant, c'est ça? 8 enseignants pour 100? 8 enseignants pour 100, c'est ça? 8 enseignants pour 100, c'est ça? Alors, oui, alors on peut l'entendre. Simplement, nous disons que compte tenu des difficultés rencontrées par les élèves dans l'académie, eh bien, on aurait pu prendre en tout cas la diminution des effectifs aurait pu être mise à profit pour travailler autrement. Donner des moyens, faire des groupes, hein, dédoubler des classes, par exemple, etc. Donc la rentrée ne s'est pas si bien passée que l'on veut. Mais tu peux dire que ça s'est bien passé quand même. Non, je ne peux pas le dire parce que les collègues nous appellent déjà pendant les vacances avec les problèmes d'affectation. Alors ça s'est mieux passé, on va dire ça, puisque tu tiens à dire que ça s'est bien passé. Non, je ne tiens pas à dire ça, mais j'ai un mémoire des rentrées, par exemple depuis 2017, moi ça fait quelques années que je suis revenue ici, où chaque année, il y a des... mais parce que malheureusement, chaque année... c'est un constat, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur. Chaque année, il y a une... Et là, je n'ai pas entendu. Il y a eu des problèmes au Carbet, on a vu ça à la télé. Des problèmes effectivement d'exiguïté de salles, des problèmes effectivement qui auraient pu être anticipés, vraisemblablement. Mais tu vois, massivement, voilà. C'est pour ça que je parlais de côté paisible un petit peu de... Voilà, alors c'est tant mieux. Tant mieux pour la profession, tant mieux. Et pour les enfants aussi. Et pour les enfants. Néanmoins, nous sommes en train de préparer la riposte, parce qu'on ne pourra
pourra pas continuer comme cela, malgré toutes les belles paroles qui ont été prononcées. Dans l'éducation nationale, ça ne va pas, il faut le dire, notamment dans l'enseignement public. On a cette crise de recrutement. Il y a vraisemblablement des mobilisations concernant encore les salaires, parce que c'est vrai que les ministres ont dit que les enseignants, notamment au début de carrière, n'auraient pas moins de 2 000 euros. On va voir quand même le SMIC. Combien le SMIC, c'est près de 1 800, je crois. En net, ici, c'est 1 350. Oui, voilà. Bon, 350 euros. Voilà, mais on empêche que quand on a un bac plus 5, plus une formation qui peut revenir à bac plus 7, et qu'on se retrouve avec des salaires de cette nature, on voit bien que en tout cas, les jeunes qui sortent donc de formation, de faculté, préfèrent choisir d'autres métiers, d'autant que faut revaloriser, quoi. Voilà, d'autant que la formation initiale, elle est un peu bradée, et la formation continue, le ministre vient d'annoncer que la formation continue se fera pendant les vacances scolaires sur le mercredi, quand les enseignants ne sont pas devant élèves. Alors, ce sera le mercredi après-midi. Est-ce que ce sera, à la limite, est-ce qu'on va travailler même le dimanche? D'autant qu'on sait que la formation personnelle des enseignants, elle se fait au quotidien. Enfin, votre époux est dans l'enseignement, je suppose que vous le voyez travailler. Tout à fait. Tous les jours, tous les jours, il travaille beaucoup. Il travaille trop. Pas trop, mais beaucoup. Parce que les enjeux. Alors, on entend donc il y a une critique globale du système en fait. Tu dis il faut que les enseignants soient payés plus pour régler cette histoire de crise des vocations, parce que la réalité c'est effectivement. Je ne sais plus. Il y a quelques semaines, on parlait du problème de recrutement des profs de maths par exemple. Oui. Il y avait plein de postes ouverts et les gens ne veulent pas y aller. Oui, parce que quand on est diplômé en mathématiques, on peut se tourner, on peut être ingénieur, on peut faire d'autres métiers où on gagne quelquefois une fois et demi ce que l'on pourrait gagner. Et puis quand tu fais la comparaison avec ce que le salaire des enseignants en Europe, par exemple, en Allemagne, par exemple, c'est un truc, c'est phénoménal. Oui, alors la France est le pays qui paie le moins bien. Pas le moins, non, pas le moins. Oui, ce dernier pays du Sud. Les pays du Sud, non, je parle de l'OCDE en Europe, et c'est effectivement la France qui est le dernier de la classe. Enfin, les pays du Sud ne sont pas bien lotis. Bon, l'Allemagne paie très très bien, la Suisse aussi. Tous les autres pays, sauf de l'OCDE, donc sauf et la France. Et ça, on nous compare. Le ministère de l'Éducation nationale fait des comparaisons, des comparatifs par rapport justement à ces autres pays-là. Et nous disons que non, c'est Mais alors, il y a d'autres réformes, comme on en parle, il y a d'autres réformes qui sont annoncées effectivement par le ministre. Donc parce qu'ici, on est confronté à des problèmes qui sont quand même qui sont encore plus graves, enfin qui sont plus graves qu'ailleurs. Qui sont graves. Le problème de l'illettrisme, le problème effectivement du niveau de certains enfants qui arrivent en 6e. Donc il y a une réforme structurelle pour aligner un petit peu les niveaux. Par exemple, on vous sollicite dans le PAC enseignant pour que vos collègues ou tes collègues se mobilisent pour pouvoir faire le passage entre CM2 et 6e, mais ils sont payés, ils seront payés pour les heures qu'ils vont faire. Donc nous, on est concernés par ces questions-là. Mais il y a quand même des questions à régler. Qui sont quand même exorbitantes par rapport à ce qui se passe au national, quoi. Alors, moi, ce que je voudrais dire quand même, on va revenir sur le taux d'illettrisme. Il y a des biais aussi par rapport à cela. Et la Martinique a un taux d'illettrisme important, on ne va pas le nier, mais la Martinique n'est pas la seule à avoir. Si le ministre de l'Éducation nationale se penche sur l'illettrisme, c'est pas pour la Martinique, c'est d'une manière globale. Il faut relever le niveau global. Mais tu en fais le constat, tu as été au contact des enfants, oui ou non, Marie? Oui, bien sûr, j'ai enseigné. J'ai enseigné pendant de nombreuses années. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi voir tous ceux qui réussissent. Bien sûr. Il y en a qui réussissent et qui réussissent même très bien. Alors là, maintenant, il faut dans notre académie comme ailleurs, eh bien qu'on donne les moyens aux enseignants pour faire en sorte... Pour faire face à ça. Faire face. Et puis, en Martinique, là où on peut dire, en effet, il y a des difficultés plus importantes, mais c'est aussi parce que l'école n'est pas en dehors de la société martiniquaise. Bien sûr. Il faut voir le taux de familles monoparentales, il faut voir le taux de chômage, vous en parliez, il faut voir finalement toutes les problèmes d'habitat, des enfants qui impactent. Le problème des transports, j'y arrive, on l'a dit ensemble, le problème des transports, le problème des internats qui ne sont pas en nombre suffisant, le problème aussi de l'accompagnement
des enfants. Vous avez parlé du sport, le fait que beaucoup d'enfants n'ont pas la possibilité, finalement, de faire du sport, vraiment. C'est important, finalement, le rôle du sport. Il y a un certain nombre de questions qui sont abordées dans le projet académique, je le montre, qui fait l'objet, on ne va pas y revenir dans les détails, mais qui a fait l'objet de concertations plus ou moins poussées, mais qui adresse ces questions-là. Donc c'est une volonté de la communauté, disons, académique, de trouver des solutions à toutes les questions que tu as listées. Donc projet académique 2023, 2026. Le nouveau projet, voilà. L'école, un bien commun, un lieu de partage. On parle effectivement de toutes ces questions. Je veux qu'on s'arrête 2 secondes sur l'histoire de transport. Dans Femmes, on en parle très, très, très souvent. Et dire que cette question, c'est une question qui innerve plein d'autres questions. Je pense, et là, je parle à la première personne. Le jour où on va se rendre compte qu'il faut régler cette question-là de façon définitive pour avoir peut-être des enfants qui seront en meilleure santé pour aller à l'école, des enfants qui sont arrivés à 4 heures du matin. Des gens qui travaillent correctement. Pour aller au lycée. Voilà. Je voulais qu'on parle, parce que vous êtes dans vos domaines respectifs soumis régulièrement à des réformes. Toi aussi, c'est la réforme de la justice. Donc, en tant que nouvelle bâtonnière en janvier, tu auras finalement à faire face à cette réforme aussi, qui est à la fois un volet de moyens. On annonce 1500 magistrats globalement, des petits moyens, greffiers, on va dire. Etc. Et puis un volet aussi réglementaire. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Donc, le ministre, qu'est-ce que tu en penses? 1500 magistrats, 63, je crois, pour la Martinique. 13 pour la Martinique. Voilà. C'est suffisant? C'est pas suffisant? Tu vas aller toquer à la porte du ministre pour dire, monsieur, vous vous moquez de nous? C'est un effort notable par rapport aux années de 10 antérieures, mais c'est pas assez. C'est pas du tout assez. Marie-Michel Toussaint, tout à l'heure, parlait de moyenne de l'OCDE concernant la rémunération des professeurs. Nous, on est très très mal placés également concernant le nombre de magistrats et de membres du parquet. On est derrière la Moldavie et pour qu'on soit dans la moyenne européenne, il faudrait doubler le nombre de magistrats et de greffiers. Donc le résultat, c'est une justice lente, trop lente, très lente, des justiciables mécontents, des situations parfois de détresse, avec des personnes qui subissent des situations difficiles, et même lorsqu'elles viennent voir un avocat, même lorsque celui-ci saisit une juridiction, eh bien, les délais n'en finissent pas, et c'est véritablement dramatique. Alors, c'est vrai que le ministre a fait un effort sans précédent. Je le répète, ça faisait des années qu'on n'avait pas alloué autant de moyens à la justice, mais encore une fois, c'est très, très loin d'être suffisant. Et effectivement, ramener, alors lorsqu'on dit 1500 magistrats, ça a l'air d'être beaucoup, mais ramener effectivement à chaque ressort, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et encore une fois, je le répète, on a besoin de magistrats, de greffiers. Ces dernières années, on s'est plutôt attelé à créer des postes de juristes assistants, assistants de justice. Alors, c'est bien qu'il y ait des petites mains qui travaillent aux côtés des magistrats, mais on a surtout besoin de gens qui disent le droit, de greffiers qui sont là pour garantir l'authenticité de la procédure et pas de mesures de saupoudrage. De mesurettes. Et là, voilà, c'est bien. On ne peut pas nier l'effort, mais peut mieux faire. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas avec cet effort-là qu'on arrivera à rendre la justice plus efficace, plus efficiente, à protéger les plus faibles. Et je veux dire, ce sont pas véritablement de simples formules de style. Non. On parle de féminicide, de violences faites aux femmes. Il faut des moyens. Tout simplement, c'est en termes de moyens qu'on arrivera à améliorer la situation des femmes, la situation des enfants également. Et voilà. Redonner confiance aussi à la justice. Exactement. C'est une défiance aussi. Mais totalement. À cause justement de cette lenteur. Lorsqu'une victime vient vous voir parce qu'elle est victime d'agression sexuelle, de viol, que vous déposez plainte, que parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, l'auteur présumé, alors qu'il est mis en examen, n'a pas été attrait devant la juridiction et n'a pas été jugé, cette victime, elle perd foi en la justice. Et il m'est arrivé d'avoir été confronté à des victimes me disant, mais écoutez, je laisse tomber, je ne viendrai pas au procès, je veux faire une croix là-dessus, je n'irai pas plus loin dans le processus. Ça m'est arrivé, et vraiment à mon grand désespoir, parce que ce processus-là, cette audience, cette réparation, ça fait partie du processus de réparation de la victime. Je voulais qu'on dise un mot donc de l'action, en tout cas de la réflexion qui est menée par ton organisation sur le créole d'une part.
C'est vrai que c'est le thème d'actualité, le créole, langue officielle, le créole à l'école. D'ailleurs, dans le projet académique, il y a une réflexion sur le créole, l'inclusion du créole pour permettre qu'il soit transversal, pour permettre aux enfants, précisément pour lutter contre l'illettrisme, pour permettre aux enfants d'avancer sur certains savoirs peut-être plus scientifiques, des choses comme ça. Quelle est la position de ta position, la position de ton syndicat? Mon organisation syndicale, depuis de nombreuses années, milite pour que le créole, qu'il y ait en Martinique, l'enseignement du créole soit un enseignement... Alors là, maintenant, nous disons oui. Vous avez évolué, c'est obligatoire. Nous disons obligatoire de la maternelle jusqu'à la 6e. D'accord. Et nous disons aussi qu'il faut retrouver la sérénité, parce que voilà, ça agite beaucoup les milieux en Martinique. Alors, il y a la position, bien sûr, politique de la CTM. Nous sommes une position syndicale et nous disons que de la maternelle en 6e, c'est important que le créole soit à parité, je veux dire, d'apprentissage avec le français. Et d'ailleurs, on nous donne raison dans le projet académique. Donc, il faut mettre en place des classes bilingues. Il faut renforcer ces classes bilingues. Et nous disons, en fait, pourquoi? Parce que le bilinguisme a bien montré déjà les bienfaits du bilinguisme pour les apprentissages. Et quand je dis de la maternelle en 6e, eh bien, c'est parce que, justement, entre 4 et 7 ans, surtout, le cerveau, il y a une très grande plasticité du cerveau. Et un enfant peut étudier avec des moyens normaux, en la plus grande sérénité, au moins 3 langues. D'accord. Voilà. Donc, le français, le créole et des langues dites étrangères, puisque nous avons... L'espagnol ou l'anglais. Et bien sûr, et également le portugais, parce que nous sommes aussi dans la sphère caribéenne, et c'est dans mon organisation syndicale, nous militons pour que toutes les langues qui sont parlées dans notre environnement caribéen, eh bien, soient étudiées à l'école. Mais parce qu'il y a aussi une réalité, enfin, on parle du créole, mais il y a pas, c'est pour ça que j'ai parlé de l'anglais et de l'espagnol, non pas parce que ce sont des langues très parlées dans le monde, mais parce que dans les écoles, dans nos écoles, notamment les écoles du Nord, on peut parler anglais, on va parler créole haïtien, et on va parler aussi espagnol. J'imagine qu'à Fort-de-France, dans des écoles, voilà, on parle espagnol. Donc le créole, c'est une des langues, j'ai envie de dire, c'est notre langue natale. Mais est-ce que dans toutes les familles martiniquaises, les enfants parlent créole? Alors quel créole on parle? Oui. Alors quel créole? Bon, est-ce qu'ils parlent? Bon, là, c'est le rôle après de l'école, on va voir. Mais oui, le créole est parlé de plus en plus dans la société. Mais nous disons aussi que pour que le créole évolue, il faut aussi qu'il ait une utilité sociale. Il ne faut pas non plus qu'il y ait qu'on appelle nous le symptôme du bocal, qu'on ne parle créole qu'à l'école. Et puis à l'extérieur, non. Je crois qu'il y a un effort très important à faire dans la société martiniquaise. Et en plus, quand on dit, on parle des enfants haïtiens, eh bien le créole, qu'il soit martiniquais, qu'il soit haïtien, il structure. Il structure beaucoup. Sûr. Et vous avez des enfants, notamment issus de l'immigration, qui arrivent chez nous et qui finalement apprennent à parler français parce que leur langue d'origine, elle est acceptée. Et donc, le créole, c'est une belle langue. Elle est en danger. Elle est en danger. Et tous les linguistes disent que les langues vernaculaires, quand elles sont parlées, quand elles sont acceptées, quand on leur donne un statut, parce qu'aujourd'hui, le créole a un statut minoré par rapport Mais c'est le créole et la culture créole. Alors, parce que c'est pas juste le créole, c'est la créole et la culture. La langue, elle véhicule. Bien sûr, elle véhicule la culture. Bien Donc, c'est une manière d'être, une manière de parler. Et puis, mais alors, pour revenir, si c'est possible, de dire que pour que ça se fasse correctement, parce que les langues vivantes, les langues régionales, elles sont reconnues dans l'occitan, le corse, etc. Et nous, c'est en fait que le créole, c'est la langue qui a le plus de locuteurs, la langue régionale qui est la plus parlée, et c'est elle qui est la plus maltraitée. Pourquoi maltraitée? Ah ben oui, parce que par exemple le corse est obligatoire jusqu'en 6e, la langue corse, et elle n'est parlée qu'en Corse. Voilà. Et on voit nous tout notre environnement caribéen. Donc ce n'est pas parler créole pour faire joli. Parler créole, c'est pour améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. C'est ce qui est supporté dans ça. Et là,
je me félicite que le recteur Lamartine, excuse-moi, parce que depuis 2009, lors du mouvement de 2009, la question du créole avait été portée et nous avions déjà demandé avec le collectif du 5 février la création d'un office de la langue créole, justement, de manière à ce qu'on puisse travailler la plus grande sérénité. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que... Ça se fasse tranquillement. Oui, on se fasse tranquillement. Marie-Michel, comme je veux que tu parles de quelque chose d'autre, je vais t'arrêter là, parce qu'il nous reste très peu de temps. Je voudrais que tu dises un mot du chlordécone, parce que ça te paraissait important. Dis ce que tu as dit, mais de façon très courte. Alors, le chlordécone, je pense qu'il faut qu'on en tienne compte quand on parle justement d'illettrisme, des difficultés d'apprentissage. La question que nous posons, c'est quel est le rôle du chlordécone dans le développement cognitif des élèves. Des études ont été menées en Guadeloupe et en Martinique, avec donc, ces études qu'on appelle Timoun et Conary, et qui ont démontré un retard de développement chez les enfants qui ont été, surtout quand les femmes enceintes aussi, ont été confrontées au chlordécone. D'accord. Il nous reste peu de temps, mais je ne vais pas déroger à ma règle. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé? L'homme à qui dont vous voudriez parler en forme d'hommage ou voilà. Alors moi, le bâtonnier Charles-Henri Michaud, éminent pénaliste. J'ai déjà parlé de ton mari, donc... Auprès duquel j'ai fait mes classes, qui m'a tout appris. J'ai été sa collaboratrice pendant 8 ans. Et voilà. C'est un ténor du barreau. Un ténor du barreau, mais bien plus que ça aussi. Quelqu'un véritablement un humaniste, quelqu'un qui s'est engagé en politique, quelqu'un qui a toujours fait preuve de bienveillance à l'égard des jeunes avocats, quelqu'un d'extrêmement drôle. Et voilà, c'est véritablement quelqu'un qui a marqué mon parcours, en tout cas à qui je dois beaucoup. Très bien. L'homme, Marie-Michel. Alors moi, je serais tentée de dire d'abord mon compagnon, mon mari. Voilà. Il y a un nom. Oui, qui a un nom. Voilà. Voilà. Et puis, alors, contrairement à la question, moi, j'ai plutôt été en admiration au niveau du syndicat, admirative d'une femme, voilà, Jacqueline Desroses, voilà, qui m'a, je crois, formée, voilà, en tant que syndicaliste. Elle était responsable au syndicat des enseignants et responsable donc de la branche école, voilà. D'accord. Donc, voilà. Moi, j'aime bien, je pose ma question. Quel est l'homme? Une fois sur deux, on me parle d'une femme. Mais très bien, très bien. Jingle, le mot de la femme. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Le mot de la femme, le mot de la fin. Il nous reste 1 minute. Muriel. Eh ben, dit-elle en se regardant. Non, j'ai été vraiment très heureuse d'échanger, de participer à cette émission. Effectivement, je pense que droit et école sont des problématiques qui ne sont jamais très éloignées l'une de l'autre. Et ça a été véritablement un plaisir d'écouter Marie-Michel et de vous écouter également. Ok. Mais moi, je retourne le compliment parce qu'en effet, au niveau du syndicat, on travaille beaucoup avec les avocats. C'est important. Et puis, on a aussi une problématique qui est donc la question du harcèlement à l'école. On n'a pas parlé. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est important. Voilà, c'est important que nous puissions échanger avec les avocats, les spécialistes du droit, pour nous accompagner, en effet, dans notre métier, dans notre fonction. Voilà, et ça m'a fait plaisir, effectivement, de rencontrer Maître Renard Legrand. Voilà. Muriel, voilà. Muriel, et toi également. Merci. Cette émission m'a beaucoup. Oui, elle était très réactive. Un peu longue. Alors, Marie-Michel, maintenant que tu as la retraite, tu as le temps. Oui, mais j'ai peut-être le temps pour faire autre chose. Pour faire autre chose. Cultiver mon jardin, par exemple. Bon. En tout cas, merci de nous avoir consacré un peu de ton temps. Oui. Et puis, bon temps libre, mais aussi on sait que tu vas rester mobilisé sur ces questions-là. Je serai dans les manifestations, c'est sûr. Bon, voilà, donc on va te retrouver. Merci, Madame la bâtonnière, élue. Et puis, on va se voir dans quelques mois, une fois que les choses seront lancées. Exactement, avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs de Zitata. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Femmes avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Merci beaucoup. Bye bye. Femme. 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 Femme.